C'est parti pour mon bilan de décembre. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres en tout. Et donc, je vais vous en résumer un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Mais bien évidemment, on n'oublie pas de se munir de son petit thé. J'ai pris personnellement la petite infusion numéro 25 de Noël de Palais d'été, car j'aime beaucoup trop les saveurs de Noël dans les tisanes. Oui, parce que c'est des tisanes hein, que je bois la plupart du temps. On évite la théine. J'ai commencé le mois de décembre en clôturant une saga, donc la saga absolue de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Pour rappel, le tome 1 c'était Les Mobilisés, ça avait été un vrai coup de cœur. Le tome 2 ça a été Les Effacés. J'ai un peu moins aimé, mais le tome 3, clairement, je trouve qu'il remonte le niveau. Pour vous résumer un petit peu l'histoire des Absolus, qu'est-ce que c'est? Vous avez une ville qui est appelée la Zone. La Zone, c'est la ville mise en quarantaine car il y a la chose, donc une créature destructrice qui érode et qui tue absolument toute la population. Dans ce futur-là, vous avez tous les enfants qui sont regroupés dans des espèces d'écoles et à l'âge de 20 ans, vous avez une centaine de personnes qui sont sélectionnées. Donc ils sont mobilisés pour justement entrer dans cette ville et pouvoir désactiver la chose. Ça fait exactement 20 ans que ça se produit et cette année, c'est au tour de Prime, de Johanna et d'Edward de mettre les pieds dans cette zone. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que on nous plonge clairement dans toutes les saveurs dystopiques d'il y a 15 ans maintenant. Je commence à me faire sacrément vieille. J'ai été transportée moi dans la dystopie avec bien évidemment Hunger Games de Suzanne Collins et j'ai enchaîné avec la 5e vague, avec le labyrinthe, enfin avec toutes les dystopies que vous connaissez, je suis sûre, si vous lisez depuis très longtemps. J'ai commencé à lire Absolu avec un livre que j'avais acheté sur Vinted, donc le premier tome, Les Mobilisés, j'avais fait un gros pack, du coup il m'est parvenu pour très cher et ça a été un de mes meilleurs investissements dans ce carton-là, j'avais vraiment trop apprécié cette histoire. Je m'étais replongée dans mes sentiments post-Hunger Games que j'avais eu et ça a été un vrai plaisir. Surtout que je l'ai lu au moment où j'ai vraiment repris la lecture, quoique quand je dis repris la lecture, si je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais autant lu que depuis que je suis sur les réseaux. J'ai toujours un petit peu lu, hein, c'est-à-dire que avant je lisais on va dire entre 5 et 10 livres par an. Là, en 2024, j'étais à 95, non 96. Donc, clairement, j'ai multiplié par 12, je crois, mon volume de livres lus. Et c'était vraiment un tel plaisir de relire, mais de replonger dans les sentiments que j'avais quand j'étais adolescente. Ce que j'aime beaucoup avec les dystopies, c'est que justement, on travaille toutes les déviances humaines et on se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si l'humanité irait dans ce sens-là? Et en général, ça va jamais très bien, hein, qu'on soit honnête. Je vous disais que justement, le tome 2 avait été un petit peu décevant pour moi parce que j'avais pas retrouvé cette alchimie que j'ai avec les personnages que j'avais retrouvés dans le tome 1. Mais sachez que le tome 3 a clairement remonté la barre. Je le positionnerai pas en meilleur livre de la saga, ça restera le 1. Mais ça c'est purement sentimental. Cela dit, j'ai ressenti pas mal de frissons dans celui-ci, frissons qui me manquaient clairement dans le tome 2. C'est une saga dans tous les cas que je ne pourrais que vous recommander et si vous cherchez une bonne dystopie, vous savez vers laquelle vous tournez. Ensuite en décembre, j'ai continué mes lectures avec un tout autre registre. On va passer dans du harem inversé, dans du spicy, dans du smut, avec Chimère de feu et de fantasme, qui est donc le tome 2 de Chimère de braise et de rêve. On est ici sur une romantaisie harem inversé, donc si vous ne savez pas, harem inversé, ça veut dire une femme avec plusieurs hommes. D'accord? Les harems, c'est un homme avec plusieurs femmes. Là, c'est le contraire, du coup, c'est inversé, une femme avec plusieurs hommes. Et surtout, il n'y a pas de rivalité entre chaque homme, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Là, c'est vraiment le plaisir de la femme qui est au centre. Dans cette histoire, on va suivre Ré qui a été entraînée toute sa vie pour tuer le prince qu'elle doit épouser. Donc en fait, elle doit s'infiltrer, se marier avec lui et au bon moment, lorsqu'il est faible, le tuer. Sauf que Ré, elle va tomber vraiment amoureuse de ce prince, mais pas que, elle va aussi tomber amoureuse de son garde du corps, elle va aussi tomber amoureuse d'un démon qui a la langue qui traîne un petit peu partout. Bref, et il y a encore un autre homme qui traîne dans les parages et qui clairement la titille un petit peu.
Dans le tome 1, on entre vraiment tout en douceur dans les harems inversés. Ça va pas plus loin qu'un bisou avec la plupart d'entre eux. Je vous dirai pas où par contre. Mais c'est vrai que dans le tome 2, il commence à y avoir des scènes à plusieurs. Si vous êtes vraiment pas propice à ce genre d'histoire, clairement n'y allez pas et surtout soyez majeur pour commencer cette saga. Tout ne tourne pas bien évidemment autour des relations amoureuses et physiques de Rei et de tous ses prétendants, non. Il y a bien évidemment quelque chose à creuser derrière, il y a des mystères, il y a des anges qui descendent sur Terre pour tuer un petit peu la civilisation, si je peux dire ça comme ça. Je reste quand même assez large parce que je pense qu'il faut que vous découvriez cette histoire, mais clairement, j'ai très apprécié lire ce livre et surtout, ce que je ne pensais pas, j'ai apprécié lire du smut et je pense principalement que c'est parce qu'il est écrit par une Française. En fait, je lis de moins en moins de livres avec du smut ou alors quand il y en a, je saute carrément les passages style Braise sous la cendre, etc. Là, il y en a du smut, en veux-tu, en voilà, dans cette saga, le sang et la cendre. Pour moi, c'est beaucoup trop et il y a un petit peu trop de vulgarité, alors que là, même si on est quand même dans le très explicite, c'est pas si vulgaire que ça. C'est plutôt doux, même en termes de relation avec les personnages, et c'est ce que j'apprécie. Il me tarde bien évidemment d'avoir le troisième et dernier tome de cette saga, et je sais que l'autrice va écrire d'autres harems inversés, parce que c'est une très grosse lectrice de harems inversés, et qu'elle veut qu'il y en ait un petit peu plus en France. Ce livre, vous pouvez le trouver uniquement sur Amazon parce que c'est une lectrice auto-éditée qui publie chez KDP. Donc, allez-y, si vous cherchez du harem inversé, avec l'abonnement Kindle également, vous l'avez gratuitement, donc foncez. Ensuite, j'ai continué avec une lecture tandem. Une lecture tandem, c'est-à-dire que j'ai lu en même temps 2 livres. Et en fait, j'ai succédé les chapitres, le tome 5 et le tome 6 de la saga Keleana. Donc en fait, vous avez des fichiers que vous pouvez trouver directement sur internet. Si j'y pense, je vous le mets en barre d'infos, le lien que j'ai trouvé pour avoir cette feuille, la feuille de suivi. Mais vous allez lire 3-4 chapitres du tome 5, puis ensuite vous allez basculer sur le tome 6. Vous allez revenir sur le tome 5, puis sur le tome 6, etc. Et je trouve que c'est vraiment un excellent choix de le lire en lecture tandem, puisque ce sont des livres qui sont complètement différents. L'un, donc le tome 5, que vous allez suivre principalement que l'action, et le tome 6 où ça va être beaucoup plus lent, avec beaucoup plus de complot politique. Si vous ne connaissez pas la saga, c'est le premier tome donc de Keleana, l'assassineuse, où on va suivre dans le premier tome une jeune femme qui passe un marché. Elle doit en fait faire participer à un tournoi pour devenir la lame principale du roi afin de pouvoir être libérée d'une prison où elle était emprisonnée. Et en fait, il faut savoir que Keleana, c'est une assassineuse. Je déteste ce nom. Sachez que je le trouve horriblement laid. Qui dit assassineuse dans la vraie vie? Pas moi. Tu dis un assassin, peut-être, si tu veux. Une assassine, si tu veux le mettre au féminin, mais pas une assassineuse. C'est extrêmement moche à dire, soyons honnêtes. Mais sachez que ce qui se passe sur le tome 1 et ce qui se passe dans le tome 5 et 6, ça n'a rien à voir. Il y a une évolution de personnages qui est absolument incroyable. J'ai rarement vu dans une saga des personnages qui évoluaient autant, à part dans Game of Thrones. Pour vous dire, il y a quand même du level en termes d'évolution. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé lire cette lecture en tandem. Et le tome que j'ai apprécié, c'est le tome 6. Parce qu'on va être, comme je vous ai dit, beaucoup plus dans tout ce qui est intrigue et complot politique. Et moi, c'est ce que je préfère dans mes lectures. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère la fantasy adulte à la fantasy young adulte ou jeunesse. Même si j'aime bien les 3 genres. Je les lis sans trop de distinction, mais mon cœur balance clairement sur la fantaisie adulte, justement parce qu'on est vraiment dans une immersion un petit peu plus poussive des complots politiques et on a des petits indices pour découvrir les choses, etc. Et c'est ce qui a fait que j'ai préféré ce 6e tome. Il me reste donc que le dernier tome de la saga à lire et j'aurais mis le point final en sachant que j'ai suivi pas mal de stories de personnes sur Instagram qui étaient clairement en PLS en découvrant la fin de cette histoire. J'espère que mon cœur sera tout autant brisé. Car oui, quand on lit, et surtout quand on lit de la fantaisie comme ça, on veut que nos cœurs soient broyés. Littéralement, c'est ce que je recherche. Et j'espère que c'est ce que j'aurai avec la fin de saga. Après, j'ai lu pour une amie donc un livre que je ne pensais pas autant apprécier. Spark of the Everflame de Pen Cole aux éditions Calix. Jem Bellator est une guérisseuse. Le jour où sa mère disparaît assez brutalement, elle va reprendre sa place de guérisseuse principale et attitrée du palais et elle va devoir y aller pour sauver les descendants. Les descendants, ce sont en fait tout simplement des descendants de Dieu
puisqu'il y a plusieurs décennies, les dieux ont décidé de descendre sur Terre. Ils étaient tombés amoureux d'humains, ils se sont accouplés, ils ont fait des enfants et ça a créé la race des descendants. Bien évidemment, Diem, elle, ce n'est qu'une piètre humaine et donc pour elle, arriver à aller au palais, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Lorsqu'elle va vouloir enquêter sur la disparition de sa mère, elle va découvrir des choses assez troublantes et elle va être forcée un peu malgré elle à entrer dans la rébellion et justement utiliser sa position de guérisseuse du palais pour glaner des informations. Dans ce livre-là, vous allez donc suivre un triangle amoureux puisque Diem, qui est déjà partiellement engagé avec quelqu'un, va tomber sous le charme ou plutôt sous la morosité d'un être descendant du palais et vous allez voir les deux se rapprocher et on attend que ça tout le long du livre qu'ils se rapprochent enfin. Moi c'est ce que j'adore dans ces livres là, quand il y a vraiment de la tension et quand il y a vraiment un slow burn qui s'étire et qui s'étire et qui s'étire. Je préfère largement le slow que le burn, perso. Je sais pas vous, hein, mais je vous ai dit, j'aimais pas trop le smut. Moi, ce que j'aime, c'est quand il se cherche. Et clairement, dans ce livre-là, il se cherche quand même pas mal. Ce livre, je l'ai annoté pour une amie. Donc, j'attendais de finir tout mon contenu. Après cette vidéo, je n'aurais plus qu'à le prendre en photo pour le poster sur Instagram. Et j'aurais fini tout mon contenu et je pourrais enfin envoyer le livre. Mais voilà, je l'ai annoté pour une amie et j'ai passé un trop bon moment. Et en toute objectivité, c'est le seul livre où je pourrais pas vous dire est-ce que je l'ai vraiment apprécié ou est-ce que c'est le fait justement de l'annoter qui a fait que je l'ai autant aimé. Je sais pas. Mais je me dis que s'il avait été vraiment nul, je l'aurais pas autant apprécié. J'ai adoré mener l'enquête et j'ai trop hâte de voir la suite. Merci aux éditions Calix. En plus, j'aime bien à chaque fois leur sortie. Certes, c'est très flash, c'est des couleurs assez vives, mais je trouve que du coup ça ressort beaucoup par rapport aux autres sorties qu'on peut voir un petit peu partout. Ils ont vraiment une vraie identité. On reste sur la maison d'édition Calix, mais cette fois-ci avec un service presse. Comme je dis, voilà, une vraie identité de la maison d'édition. Hein. Alf Six of Shadows de Laura Sebastian. On connaît tous et tous la légende d'Arthur. On sait qu'il a réussi à extraire Excalibur du rocher et que c'est comme ça qu'il est devenu roi. Mais il y a eu tellement plus d'étapes avant ça et dans ce livre-là, justement, vous allez voir toutes les étapes. Non, Arthur n'est pas arrivé tout seul au trône. Arthur a été bien aidé grâce à Elaine, qui est une oracle et qui voyait toutes les possibilités devant Arthur au fur et à mesure qu'il avançait dans sa quête pour le faire arriver au trône. Et justement, sa mission à elle, c'était quand Arthur dévie un petit peu, de le remettre sur le droit chemin, quitte à faire énormément de sacrifices. Donc dans ce livre, on est clairement sur une réécriture purement féministe de la légende arthurienne parce que cette fois-ci, c'est Elaine qui est vraiment au centre de tout et Arthur n'est un petit peu qu'un pion qu'elle va déplacer au fur et à mesure pour acquérir vraiment le trône. On est sur une ambiance assez bizarre dans ce livre-là parce que on connaît la fin assez rapidement, on sait un petit peu où est-ce que ça va nous emmener, où est-ce que ça va aboutir, mais en même temps, on découvre toutes les autres possibilités auxquelles le roman pourrait dévier et on ne sait jamais laquelle Arthur choisira. Je l'ai déjà dit dans mes autres revues, mais je vous avouerai que j'aurais aimé que l'histoire continue un petit peu plus, qu'on en sache un petit peu plus sur la fin, notamment une vision qu'on on sait que ça va se passer, mais on sait pas comment. Mais c'est pas possible, j'ai toujours des moucherons quand je filme. Pardon, petite interlude. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce livre, mais il m'a laissé une petite sensation, un petit arrière-goût assez étrange. Voilà, c'est vraiment tout l'univers, tout ce qui en découle. Comme je l'ai dit, étrange, c'est le mot absolument parfait pour décrire ce livre-là. Et enfin, mes deux dernières lectures du mois ont été La Roue du Temps, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est la réédition de chez Brajlon. Ils viennent de sortir, il me semble, le dernier tome assez récemment. Attention, si vous commencez cette saga, on est quand même sur 29 tomes poches qui ont cette taille-là. Donc c'est des poches qui font un peu plus de 600 pages chacun. C'est assez conséquent comme saga. Vous connaissez peut-être la série, mais sinon je vais vous en parler assez rapidement. Vous avez Moirin, qui est une Aes Sedai et qui est à la recherche du dragon réincarné. Le dragon réincarné, elle sait quand est-ce qu'il va surgir, elle sait l'époque à laquelle il va renaître, mais elle ne sait pas qui c'est, si c'est une fille, si c'est un garçon, si c'est un être humain ou si c'en est plusieurs. Sa quête pour chercher le dragon réincarné est prioritaire puisque le ténébreux, donc l'être ténébreux, hein, il porte bien son nom, qui a réduit l'humanité à presque rien, qui a
été responsable en fait d'un retour en arrière phénoménal dans la civilisation, risque de refaire surface et peut anéantir une nouvelle fois l'humanité. La prophétie est claire à ce sujet, il n'y a que le dragon réincarné qui pourra aller au-delà du coup du ténébreux et qui pourra en venir à bout. Moiraine va donc arriver à Deux-Rivières et là-bas elle va trouver 5 jeunes potentiels pouvant être justement la réincarnation du dragon. Vous allez les suivre à travers toute une épopée qui vont les mener jusqu'à l'œil du monde pour avoir l'affrontement. Ce roman, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un récit fleuve. Ça va prendre une envergure au fur et à mesure. Vous allez avoir énormément de personnages, énormément d'intrigues qui vont se dérouler. Il y a un world building absolument incroyable. Je pense qu'on peut pas dire autrement. Il est hyper riche. Il a été écrit par Robert Jordan, mais à sa mort, c'est Brandon Sanderson qui l'a repris. Donc voilà, il existe en audio, il existe du coup en poche. Je sais qu'il existe en brochet avec des vieilles éditions, mais il me semble que c'est pas des éditions qui sont retraduites. Pour avoir lu 1 ou 2 chapitres d'éditions non retraduites, je vous conseille vraiment de partir sur les versions poche avec les éditions retraduites ou même sur les audios que vous mettez en x1.5 hein, parce que le narrateur est quand même assez lent je trouve. Mais prenez vraiment les versions retraduites qui calent avec le jargon que vous pouvez entendre dans la série. Donc au moins vous ne serez pas totalement perdu. Donc chaque duologie de tomes, c'est-à-dire le tome 1 et 2 correspond au tome 1 en VO, le tome 3 et 4 correspond au tome 2 en VO, 5 et 6 c'est le tome 3, etc. jusqu'à arriver à 28 qui est donc la fin du 14e tome en VO. Je vous remercie de m'avoir une nouvelle fois écouté jusque là et je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations livresques. Je vais essayer de tenir un rythme à une vidéo tous les samedis à 16 h pour essayer de faire vraiment un petit rendez-vous hebdomadaire. Comme je vous dis, je vais essayer d'y tenir. Peut-être que ce sera pas le cas, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc j'ai Instagram et TikTok auxquels je suis très active, particulièrement Instagram puisque c'est clairement mon objectif, faire monter Instagram pour ces prochains mois.